Alors, ce soir, on va voir les contes et les mythes. C'est un sujet vaste, intéressant. Les contes et les mythes, ça ouvre sur la voie de la sagesse, sur la voie de la connaissance et sur la compréhension de tout ce qui nous entoure et sur la compréhension de tout ce que du monde des archétypes et de tout le symbolisme inconscient. Et en partie un symbolisme conscient qui est plus capté par notre cerveau analytique, hein. Et vous reconnaîtrez les différentes parties de cette conscience analytique, et vous vous rendrez compte qu'il y a certains symboles que vous allez redécouvrir, car on les a tous en nous, les symboles, hein, parce qu'ils font partie de l'inconscient collectif, donc on les a tous, mais on les a pas activés, hein. Donc, alors, je ne vais pas vous faire de l'analyse pure et dure des mythes, parce que c'est plutôt réservé à des initiations qui sont très, très poussées. Mais j'ai simplement envie de vous faire vraiment découvrir la portée de ces outils-là, hein, de ces outils de connaissance. Et pour cela, j'en ai choisi quelques-uns. Donc, on va voir Blanche-Neige et les 7 nains, on va voir Pinocchio, et on va voir Héraclès, Hercule, hein, les travaux d'Hercule. Pas tous, je vais en prendre un, celui qui me viendra sur le moment. Voilà. Donc, tous ces contes et ces mythes, ils sont porteurs de symboles. C'est des symboles à plusieurs états de compréhension. Donc, pour vous l'imager, on va commencer par Pinocchio. Vous connaissez tous Pinocchio, l'histoire plus ou moins de Pinocchio. Pinocchio est la création d'un monsieur qui s'appelle Geppetto. C'est un monsieur qui a créé une marionnette parce qu'il n'a pas d'enfant, hein, et ses créations, ses marionnettes, eh bien, c'est comme si il engendrait un enfant, mais ça reste des pantins de bois quand même, avec des ficelles. Et dans son intention, il a tellement cette soif de création que sa soif de création va engendrer une réaction dans l'univers et va faire apparaître une fée qui va donner vie à la matière, donc au pantin. Alors, au préalable, il faut savoir que le pantin est fait de bois. Et le bois est le seul élément que l'on peut moduler. D'ailleurs, dans les tarots, par exemple, vous avez la famille des bâtons. La famille des bâtons, eh bien, c'est le seul élément sur lequel on peut interagir, hein. On peut le sculpter, on peut le modeler à son goût. Et c'est pour ça que le pantin, il est en bois, il aurait pu être en pâte à modeler, il aurait pu être en argile, puisque dans une certaine initiation, l'être humain est issu de l'argile. Et bien là, c'est du bois, parce que justement, il y a un symbole de modélisation de la matière. Donc, vraiment, sa soif, son intention, son pouvoir personnel d'avoir envie de créer, eh bien, va faire intervenir l'univers. C'est en quelque sorte un petit clin d'œil à la loi d'attraction, hein, à la vraie loi d'attraction, c'est-à-dire que la loi d'attraction, il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut aussi poser les actes en rapport. Hein. C'est un peu ce qui est un petit peu dommage dans tout ce qui est dit sur la loi d'attraction, hein, sur le fait de penser, de se concentrer, de faire focus sur ce que l'on veut, mais si on ne pose pas des actes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Tout ça, c'est un petit clin d'œil aussi. Voilà. Donc, l'univers va intervenir. Hein. En réalité, l'univers, ce n'est ni plus ni moins que sa force à lui, hein, la force de son intention, la force de son vouloir, la force de son amour pour avoir un petit enfant. Et il va apparaître une fée, hein, pendant que Geppetto, il va se coucher, et il va apparaître une fée. Et la couleur de cette fée, elle est... Personne n'a vu le film. Elle est bleue. Voilà, c'est la fée bleue.
Hein? Pourquoi bleu? Parce que le bleu est la couleur de la force spirituelle, hein, de la spiritualité. Alors on aurait pu. Alors je vous ferai toujours à contrario la comparaison pour que vous puissiez bien réaliser. Hein. La fée, elle aurait pu être de toutes les couleurs, hein, orange, je sais pas, violet, qui sont des couleurs aussi alchimiques. Hein. Elle aurait pu être rouge, hein, la force de vie, hein, par l'élément feu. Ben, elle était bleue parce que le bleu est vraiment la quintessence du pouvoir de donner quelque chose par l'esprit. Hein? Voilà. Et la fée, elle a un ustensile, quand vous regardez, elle a une baguette. Et cette baguette, elle est en bois. Donc on retrouve aussi le symbolisme de la transformation que représente le bois. Hein? Et si vous regardez bien le film, quand elle va donner l'influx de vie à Pinocchio, elle va faire ce geste-là, du haut vers le bas. Hein, parce que la force créatrice, elle vient toujours du haut vers le bas, et jamais du bas vers le haut. Hein. Donc, elle va insuffler vie à ce petit pantin, et quand Geppetto il va se réveiller le lendemain, et bien, il va avoir l'heureuse surprise de trouver ce pantin vivant. Je vous le fais très court, hein, c'est juste pour vous donner une idée du pouvoir initiatique de toutes ces approches-là. Et si vous regardez bien le film aussi, vous verrez que Geppetto, c'est un fabricant de pendules, de montres. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de temps aussi chez Geppetto, parce qu'il sait qu'il vieillit, et il voulait faire absolument une dernière création, qui est Pinocchio. Et de là, Pinocchio va commencer sa vie. Alors, le but de Pinocchio, en réalité, et vous le verrez dans le film, puisqu'il demande à la fée, c'est devenir un petit garçon. Hein. C'est ça le but ultime. Hein. D'accord ? Donc, on part d'un être de matière pour devenir un petit garçon, de chair et de sang. Et pour ça, il va falloir qu'il suive une initiation. Hein. Donc il va commencer sa vie, il va découvrir les choses, le poisson dans le bocal, le chat, tout ça. Voilà. Et c'est le moment où il va aller à la rencontre des autres. Donc il va aller à l'école. Et sur le chemin de l'école, eh bien, il va rencontrer la... Grand Coquin. Voilà. Et Gédéon. Voilà. Et qui sont représentatifs de la tentation. Voilà. Parce que les êtres humains, ils sont très sensibles à la tentation de tout ordre. Voilà. Donc ils vont représenter la tentation et ils vont le détourner du chemin de l'école. Donc la première initiation, c'est qu'on est tous soumis à la tentation et qu'il va falloir la gérer, cette tentation. Et Pinocchio, lui, pour l'initiation, il ne va pas la gérer du tout. Et il va partir faire pique et pendre avec ses deux garnements. Voilà. Et donc, il ne va pas aller à l'école et il va rentrer dans le mensonge. Hein? Mensonge, dans le langage des oiseaux, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. Hein? Mensonge. Hein? On quitte la réalité. Et ça, c'est la première chose. Et de là, il va s'en suivre une série d'aventures, dont notamment une... il va se retrouver à faire du showbiz, Pinocchio. Hein. Il va se retrouver dans une troupe, il va faire ce qu'il a à faire, le pantin de bois vivant. On lui fait miroiter de gagner plein d'argent. En réalité, il ne va pas en voir la couleur. Hein. Et tout ça, c'est l'attirance par le monde de la matière qu'on vous montre là. Hein. C'est-à-dire, on quitte le monde spirituel et on rentre pur et dur dans le monde de la matière. Hein. Donc, il est engagé par un forain, donc il fait son boulot, le forain lui dit tu vas avoir plein de sous, tu vas être très riche, tout ça, et puis en réalité il lui donne rien, et Pinocchio au bout d'un moment il s'aperçoit qu'il n'a rien, il s'aperçoit un peu de la manipulation, donc ça ouvre aussi sur le fait que quand on vit uniquement dans la matière et qu'on a affaire à que des êtres de matière, eh bien on en a un retour qui n'est pas très adapté, et il se retrouve enfermé dans une cage. Une grosse cage à oiseaux. Voilà.
Et le symbole de ça, c'est quand on est dans la matière, quand on est dans l'avidité, quand on devient vénal, eh bien, on vit, on s'enferme, hein, on se limite. On se limite de son expansion personnelle, hein, quand on est dans la matière. Ensuite, Pinocchio va être amené un petit peu plus tard dans son chemin à aller dans l'île au désir. Il va être par certaines rencontres à aller dans l'île au désir. Et dans l'île au désir, on ne met que des enfants qui ont la soif de boire, de manger des bonbons, de rien faire, la vie facile, la zone de confort. D'accord ? Et au fur et à mesure de cette vie dans cette île, eh bien, il se transforme en âne. D'accord ? Il se transforme en âne parce que la zone de confort, ne rien faire, être dans le laxisme, eh bien, on reste dans des conceptions qui vont vous empêcher d'aller vers la connaissance. Parce que le but de l'évolution, il faut bien s'en rendre compte que c'est la connaissance. Hein, c'est acquérir de la connaissance pour pouvoir augmenter notre niveau de conscience et pour pouvoir évoluer dans des mondes beaucoup plus subtils. Et voilà. Et bien, cette île au désir, de rester dans la facilité, entre guillemets, la zone de confort, eh bien, va vous faire devenir un âne. Et pourquoi l'âne ? Parce que l'âne, dans nos psychés, c'est le contraire de la connaissance. Hein, l'âne, c'est celui qui apprend rien. Et la connaissance, c'est quoi ? C'est apprendre des choses. Alors, moi, je rajoute toujours, c'est apprendre des choses par l'expérimentation. N'oublions pas. C'est pas acquérir du savoir. Parce que le savoir sans l'expérimentation, ça ne sert à rien non plus. Hein, c'est acquérir des choses, les expérimenter et les valider par notre expérimentation de manière à engendrer de nouvelles ressources, et ces nouvelles ressources vont engendrer de nouveaux niveaux de conscience, et ainsi de suite. Hein ? Donc, il se retrouve dans cette île au désir, il devient un âne, et ça va engendrer tout ce dont je vous parle, et puis à un moment, eh bien, il s'en va, et là-dessus, il y a un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, et dont je vais vous parler, c'est Jiminy le Criquet. Jiminy le Criquet, dans cette histoire-là, il joue le rôle de la conscience. D'ailleurs, il s'appelle comme ça, hein, c'est la conscience de Pinocchio. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que la conscience est extérieure à l'être. Vous le voyez bien avec Jiminy le Criquet. La conscience, tant qu'on n'est pas à un certain niveau d'évolution, elle est extérieure à l'être. Et quand on acquiert un certain niveau d'évolution, on va intégrer cette conscience. On va intégrer... Alors c'est une image, hein, on ne l'intègre pas, en réalité on l'a, mais elle n'est pas... C'est pas elle qui dirige. C'est vraiment la matière qui dirige tant qu'on n'est pas à un certain niveau d'évolution. Et quand on arrive à un certain stade, eh bien on va laisser la place, on va laisser percer ce qu'on appelle la conscience ou l'âme selon les croyances de chacun. Là c'est chacun qui le met à sa juste croyance. Hein. Et là, on va laisser place à la conscience, à l'âme, à ce que vous voulez, et c'est elle qui va commencer à diriger. Et c'est ce que l'on voit, et c'est ce que veut dire Jiminy le Criquet, c'est qu'au départ, tant qu'on n'a pas acquis un certain niveau, eh bien la conscience, c'est une image, c'est un symbole, elle est extérieure, donc on ne la laisse pas diriger. Et si vous voyez l'histoire de Pinocchio, chaque fois où Jiminy lui dit quelque chose, il envoie péter. Et de cette manière-là, on conscientise, hein, dans le chemin initiatique, que on ne laisse pas notre énergie subtile, je préfère appeler ça, ça laisse l'ouverture à la croyance de chacun. Cette énergie subtile, on ne lui laisse pas la place de diriger le véhicule que notre corps matière est, que notre ego. Hein. C'est-à-dire que là, c'est l'ego, quand on est dans la matière, c'est l'ego qui gouverne, ce qui est aussi son rôle d'une certaine manière, parce que c'est lui qui doit maintenir le corps de matière en vie, hein, en bon état, pour que justement cette énergie subtile puisse se servir de ce corps et faire ce qu'elle a à faire les expérimentations qu'elle a à faire. Et en réalité, le but, c'est que Jiminy, il intègre Pinocchio à ce que cette synergie des deux états fasse qu'on chemine dans notre chemin d'éveil. Parce que la spiritualité, comme certains le prônent, alors ceci n'engage que moi, bien entendu, d'être que dans le haut,
que dans l'énergie subtile, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a on est dans une expérimentation de la matière. Donc on ne peut pas avoir que l'énergie spirituelle, entre guillemets. Hein. C'est justement une interaction, une synergie entre la matière et l'énergie subtile. Parce qu'un a besoin de l'autre et ils ne peuvent pas fonctionner différemment. À la limite, la matière, elle peut fonctionner toute seule, mais on est l'âne de Pinocchio. Et ce n'est pas le but de l'évolution. Donc les deux sont en interaction et il est important de laisser cette place, c'est ce que vous montre Pinocchio, c'est de laisser cette place à cette énergie subtile de manière à ce qu'elle dirige le véhicule géré par l'ego. Vous voyez ? L'ego, il gère le véhicule, tout, il le maintient en bon état, et l'énergie subtile, elle se sert de ce véhicule en bon état pour cheminer dans sa voie d'éveil. Voilà. Après, Pinocchio, il se retrouve avalé par la baleine. La baleine l'avale, et en réalité, il va chercher son créateur, qui s'est fait avaler par une baleine. Il se fait aussi, lui aussi, avaler par la baleine pour retrouver son créateur. Et vous ne voyez pas une belle image, là, on va retrouver son créateur. En réalité, on va retrouver l'énergie subtile. C'est ça le but de la chose. Et on va la retrouver, cette énergie subtile, s'il se fait avaler par une baleine, c'est pas pour rien. Non. S'il se fait avaler par une baleine, c'est le retour à l'intérieur, la baleine. Ça symbolise l'intérieur, puisqu'il se fait avaler, il est dans son estomac avec Geppetto. Hein? Donc ça veut dire quoi symboliquement? Ça veut dire que si vous voulez trouver, pour certains, et retrouver peut-être pour d'autres, votre énergie subtile, votre âme ou ce que vous voulez, eh bien c'est à l'intérieur qu'il faut aller, et pas aller chercher à l'extérieur. L'extérieur ne vous amènera à rien. Tout ce que l'on doit trouver pour notre chemin d'éveil, c'est à l'intérieur. L'extérieur nous sert juste de reflet, nous sert juste de miroir pour aller chercher ce que l'on a dedans. Hein, et c'est pour ça que Pinocchio va chercher Geppetto dans le ventre de la baleine. Il aurait pu aller chercher n'importe où, dans son bureau, dans son atelier, où vous voulez. Hein. Et non, c'est dans le ventre de la baleine parce que ça symbolise le retour à l'intérieur. Ça symbolise l'introspection. Et ça symbolise aussi que notre énergie subtile, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas autour de nous. Il ne faut pas aller la chercher à l'extérieur. Hein. C'est comme le vieil adage que vous connaissez tous, le bonheur, il n'est pas dehors. Le bonheur, il est dedans. Bien, là, c'est un peu la même symbolique, c'est-à-dire que notre énergie subtile, il ne faut pas aller la chercher autour de nous, il faut aller la chercher à l'intérieur de nous par une compréhension, par une connaissance, et ces connaissances expérimentées vont vous ouvrir à votre énergie subtile. Voilà. Et il va sortir de la baleine, tout ça, et il va devenir un petit garçon parce qu'il va comprendre tout ce cheminement, Pinocchio, et à partir du moment où il va comprendre tout ce cheminement et qu'il va aller dans le chemin de l'éveil, eh bien, la fée bleue, elle va lui donner la vie de chair et de sang. Alors, j'ai consciemment, je vous ai gardé pour la faire le nez qui s'allonge, parce que c'est quand même Pinocchio. Hein, d'accord ? Pinocchio, il a un truc, c'est que chaque fois où il dit un mensonge, il a le nez qui s'allonge. Voilà. Bien, en réalité, symboliquement, ça veut dire que chaque mensonge déforme notre réalité, et de cette déformation naît des problèmes, notamment le nez qui pousse pour Pinocchio, mais pour nous, ça va être d'autres problèmes qui seront issus de quitter la réalité par le mensonge, hein, d'être quelque part dans le songe, dans le rêve, mensonge. D'accord ? Ça vous a plu Pinocchio comme ça ? Non, mais moi je vous invite à le regarder maintenant avec cet œil-là. Hein, et vous verrez, vous découvrirez, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une ouverture et un potentiel qui se prête à ce genre d'exercice. Et vous verrez que vous allez découvrir beaucoup de choses. Hein. C'est pas pour rien si il rencontre un renard et l'autre c'est un chat, c'est ça ? Un chat, oui. C'est un chat, voilà. C'est pas pour rien. Ce sont quoi ? C'est des gens rusés. Oui, mais c'est quoi à la base ? Ce sont des animaux. Oui. Donc c'est le règne d'avant nous. Hein. Vous savez qu'il y a 4 règnes sur Terre, là.
réellement qu'on peut concevoir, minéral, végétal, animal, humain. Le suprahumain, c'est pas pour nous encore. Donc, il rencontre des êtres du règne d'avant le nôtre. Et c'est le règne de l'instinct. Hein, le règne animal, c'est le règne vraiment de l'instinct. Et donc, on est bien dans quelque chose on est bien dans la matière, hein, on est bien dans l'énergie basique, dans l'énergie primaire. Et ça empêche d'aller dans la voie de l'éveil aussi. Hein, il aurait pu rencontrer des petits garçons de l'école, il aurait pu rencontrer d'autres marionnettes, à la limite, animées. Il aurait pu rencontrer plein de choses, eh bien non, il a rencontré 2 animaux. Et à contrario, vous pourrez faire la comparaison, quand il va travailler pour le forain est un homme, hein, est un être humain. D'accord ? Et pourquoi c'est un être humain ? Eh bien, parce qu'il va être manipulateur, le forain. Pour être manipulateur, il faut être un humain. Il faut déjà avoir un cerveau qui fonctionne différemment de l'animal. L'animal n'est pas manipulateur. Hein ? Oui, il est manipulateur, l'animal ? Ça ne s'appelle pas comme ça, mais voilà. Il est rusé. Il est rusé, mais il n'est pas manipulateur. Il fait pas avec conscience de faire le mal. Il fait ce qu'il a à faire. D'accord ? Il a des techniques de chasse, il a des stratagèmes pour arriver à son but, mais il n'a pas la conscience de manipuler l'autre. D'accord ? C'est l'instinct qui pousse à faire certains gestes qui peuvent être prémédités, oui, mais il n'y a pas cette intention de nuire, hein, qui est différent. La manipulation, il y a intention de nuire pour satisfaire soi. C'est ça la manipulation. Hein. C'est pour ça que le forain est un homme, et pas un animal. Et pareil, quand il devient un âne, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il revient à un état d'un règne inférieur, puisqu'il agit de manière inappropriée pour sa voix. Hein. Donc il se transforme en âne. On aurait pu le faire transformer en n'importe quoi, en carreau de chocolat, en montre, je sais moi, en tout plein de choses. Ben non, c'est un âne. Et l'âne a le double symbole là de revenir au règne inférieur et en même temps de concevoir qu'on quitte le chemin de la connaissance. Voilà. Je vous invite à regarder Pinocchio. Voilà. Mais il y a quelques dizaines d'années, je me rappelais l'avoir vu tout petit, Pinocchio. Bon, de le regarder comme un film, mais puis au fur et à mesure des années, je le regarde régulièrement, Pinocchio, mais les autres aussi. Et c'est là où on se rend compte des choses. Et puisqu'on parle de ça, je vais vous faire un petit topo des règnes. Est-ce que vous connaissez les règnes un petit peu ? Ça vous parle, les règnes ? Les 4 règnes ? Non ? Alors les règnes, quelle est leur fonction des règnes ? Parce que dans l'univers, il n'y a pas 4 règnes pour rien. Ils ont tous une fonction bien précise d'expérimentation et d'apprentissage. Hein ? Et il nous amène au 4e, qui est le règne humain, et qui a une expérimentation bien spécifique, et en même temps, on a une mémoire, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, c'est pas grave, mais on a une mémoire en tant qu'inconscient de ces passages dans ces différents règnes. Alors, et vous allez le concevoir, hein, le règne minéral, lui, son expérimentation et son but, c'est la géométrie. Tout le règne minéral est mué par la cristallisation et par si vous prenez vraiment les cristaux, c'est vraiment la géométrie dans toute sa splendeur. Hein. Et notamment, plus le minéral est évolué et plus sa géométrie est fine. Vous pouvez faire des études, vous verrez, c'est très parlant. Le 2e règne, c'est le règne végétal, et lui aussi, il a une expérimentation dans l'univers qui est très très précise. C'est la sensibilité. Le règne végétal est sensible à la lumière, est sensible à l'air, est sensible à tout. Hein? Vous pouvez le chercher et vous verrez que le règne végétal est le règne de la sensibilité. Hein? Il réagit au froid, il se mue d'une certaine manière quand il fait chaud, il se mue d'une certaine manière quand il fait froid et tout le reste. Le règne animal, lui,
Alors Non, je sais plus. Je croyais que c'était le règne animal, la sensibilité. Non. Alors, la sensibilité, c'est le règne végétal. Et le règne animal, vous n'avez pas d'idée? L'action. Non, c'est l'adaptabilité. On trouve des animaux partout, même dans des endroits qui sont dits invivables. Vous avez par exemple dans les abysses, vous avez des cheminées d'eau chaude, volcaniques, et vous avez des crevettes autour. Et le truc, il fait 250 degrés, je crois. L'animal, vous avez des animaux partout. Quelle que soit votre compréhension de l'animal, hein, d'accord? Vous avez des animaux partout sur Terre, de toutes les manières. Même dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir, il y en a. Par contre, il n'y a pas de plantes. Il y a certains endroits où il n'y a pas de plantes. Parce que leur truc, ce n'est pas l'adaptabilité de la plante, c'est la sensibilité. L'animal, lui, c'est l'adaptabilité. Donc, on est vraiment... Il y en a partout. Vous pouvez chercher tous les endroits les pires, vous trouverez toujours un animal. Et le quatrième, c'est nous, c'est le règne humain. Et le règne humain, sa fonction, vous la savez, enfin, ça vous dit quelque chose? Sa fonction, c'est d'être le lien entre le monde subtil et le monde de la matière. Voilà, ça, c'est notre fonction à nous. On est entre les règnes qui sont purs et durs de la matière dense, et on a une vague idée du monde des énergies. Hein? Donc, on est là pour faire le lien. On est le lien entre le monde des énergies et le monde de la matière. Et quand on évolue, on est là aussi pour transmuter cette matière dense en énergie plus subtile. Mais pour cela, il faut que nous, on avance, hein, on puisse avoir vraiment une ouverture et une conscience sur cette énergie subtile pour que l'on puisse apprendre à s'en servir, pour que l'on puisse en être imprégné et de là en faire profiter les règnes précédents. Hein, on est vraiment le lien, puisque après, pour ça je ne vais pas vérifier, je vous le dis, mais ça reste de la théorie, c'est le 5e règne, et le 5e règne est le règne des énergies. Hein, on quitte la matière. Enfin, pas on quitte la matière, on a transmuté la matière en énergie plus subtile, et on n'est plus dans l'énergie dense. Voilà, ça, c'est le 5e règne. Après, il y a le 6e règne, celui-là, je n'ai pas encore moins expérimenté que le 5e, c'est ce qu'on appelle le règne planétaire, et c'est la conscience des planètes et de tout ce qui est formé dans l'univers. Et après, il y a le 7e règne, je finis juste le 7e, et le 7e, c'est le règne des étoiles, parce que les étoiles sont une conscience supérieure à tout ce qui est planète. Voilà, allez. Oui. Je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, et j'aurais besoin d'une petite précision. Tout à l'heure, vous avez fait remarquer que ce travail était un travail intérieur, que tout partait de là. Mais est-ce que cette conscience dont vous parlez là, c'est-à-dire la conscience pratiquement planétaire, la conscience globale, est-ce qu'on n'y est pas rattaché? C'est-à-dire qu'il y a certaines théories qui assurent que cette conscience est une conscience collective, planétaire, qu'elle a un caractère universel et qu'elle est également immortelle. Donc, et on prétend aussi qu'il y a une relation entre la conscience de chaque individu et cette conscience, donc l'effet en quelque sorte microcosme, macrocosme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire un dessin. J'adore les dessins, pour le cerveau, c'est bien, c'est merveilleux. Voilà. Alors, ce que vous citez là, macrocosme et microcosme, c'est la citation de la table d'émeraude, oui. Hein, de l'hermétisme. Voilà, d'accord? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà. L'hermétisme étant une initiation très intéressante, mais vraiment. Moi, ça fait 30 ans que je trempe dedans, et c'est vraiment, je découvre des choses tous les jours, et c'est faramineux. Alors, justement, c'est flou, ça reste. Voilà, c'est très simple. Voilà. Là, c'est ce dont vous parlez. C'est alors moi, j'appelle ça l'énergie universelle, c'est l'âme en réalité. Hein, c'est l'âme globale. Voilà. Cette âme globale, il faut la prendre comme si elle avait une main, hein, enfin, des doigts. Donc, elle a des ramifications.
qui vont aller dans chaque incarnation. D'accord ? Donc c'est vrai que ça part du tout, mais l'expérimentation de l'incarnation présente, elle est uniquement ici. Après, quand l'âme quitte la matière, elle va revenir dans l'âme globale, elle va y déverser, parce qu'elle a à y déverser. Là, je ne peux pas le vérifier, c'est théorique, mais c'est une explication. Voilà. Et elle va faire ce qu'elle a à faire là, et elle va revenir en incarnation. Et cette énergie universelle, comme vous la nommez, eh bien, elle envoie des ramifications dans la matière, qui est le règne humain, afin de pouvoir faire évoluer justement cette matière et la ramener, entre guillemets, lumineuse, pour qu'elle se rejoigne cette énergie, cette âme globale. C'est pour ça que ce que vous dites, c'est très juste. Et moi, j'aime bien le schématiser par ce dessin-là. Mais dans l'incarnation, comme cette énergie, elle est descendue dans l'incarnation, nous, pour aller la chercher, eh bien, on est obligé d'aller à l'intérieur de nous. Mais en réalité, c'est très juste, l'énergie globale est extérieure. D'accord ? Ça répond à votre question ? Oui, complètement. Voilà. Et ça rejoint complètement ma manière de... Voilà. Je n'en doutais pas. Voilà. C'est ça le principe. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de Blanche-Neige. Alors d'abord, si vous permettez, je n'ai pas de verre. Voilà. Donc, Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, je vais vous prendre, je peux pas tout vous expliquer, mais je vais prendre ce qui, à mon sens, est la partie la plus intéressante en ce qui concerne le chemin d'éveil et ce que l'on a à faire dans cette incarnation par la voie de la connaissance. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Alors, dans Blanche-Neige, hormis l'aspect alchimique, parce que Blanche-Neige, elle a les cheveux noirs comme l'ébène, elle a la peau blanche comme la neige et les lèvres rouges, comme le feu. Donc, on retrouve là les trois œuvres alchimiques, c'est-à-dire l'œuvre rouge, l'œuvre blanche et l'œuvre noire. Donc, si vous voulez, l'œuvre noire, c'est la décomposition de la matière. L'œuvre blanche, c'est la recomposition de la matière une fois qu'elle a été épurée par la décomposition. Et l'œuvre rouge, eh bien, c'est la lumière qui descend dans la matière, c'est-à-dire l'éveil de la matière, c'est-à-dire la matière qui devient plus subtile. C'est ça les trois grands principes de l'alchimie, ce qu'on appelle les trois principes du grand œuvre. Donc ça, c'est le côté alchimique de Blanche-Neige. Alors, je ne vais pas vous le faire parce qu'il faut être un petit peu averti en alchimie spirituelle. Je ne parle pas d'alchimie matière. Mais moi, j'avais envie de vous faire, parce que c'est sympa, c'est les 7 nains. Les 7 nains, ils ont tous une connotation initiatique qui est vraiment... Moi, je trouve ça formidable. Mais c'est mon ressenti. C'est vraiment... Moi, je suis passionné par les 7 nains. Dès que je me suis intéressé à ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est tellement bien fait que quelque part... il a dû être... c'est un garçon très éveillé, le monsieur. Voilà. Et les 7 nains, en réalité, ils représentent 7 initiations. Et vous retrouvez ça dans beaucoup de connotations. Le 7, le 7 est le chiffre, je ne vous le fais pas, voilà. Ensuite, le 7 aussi, alors là on va aller un petit peu plus loin, pour ceux qui connaissent. Le 7, c'est les 7 planètes personnelles que nous avons en astrologie. Donc Soleil, les 2 astres et les 5 planètes, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Et chacune, on les retrouve dans ces 7 expériences. C'est pas pour rien, c'est pas pour dire que ce sont les planètes, mais que vous prenez les planètes dans leur rôle astrologique. Alors je parle d'astrologie, je parle pas de Marie-Claire, d'accord ? Voilà. Quand vous prenez l'astrologie
alchimique ou l'astrologie ésotérique, eh bien vous retrouvez dans ces 7 planètes ce que vous retrouvez dans les 7 nains et ce que vous retrouvez dans les 7 grands principes à expérimenter chez l'être humain. Alors on va les voir, hein, on va les voir comme ça. Donc d'abord on a Simplet. Simplet, voilà. Simplet, il est en analogie avec la Lune, hein, et avec tout le monde du rêve. Hein. Et vous savez que le rêve, il sert à quoi? En réalité, le symbolisme du rêve, hein, c'est de sortir de la réalité, le rêve. On sort de la réalité. Et chez l'être humain, le fait de sortir de la réalité, ça l'aide dans un cas bien précis. À pouvoir, à pouvoir s'extraire de ses peurs. Éliminer. Voilà, si vous voulez. C'est le rôle de l'anesthésie aussi. Hein? L'anesthésie, on a peur, on vous anesthésie. Vous savez que quand vous avez de grosses peurs, vous pouvez faire des amnésies partielles. Hein? Tout ça, c'est un réflexe. Eh bien, Simplet, le symbolisme de Simplet, c'est d'arriver à maîtriser ses peurs pour revenir dans la réalité. Et si vous prenez tout le long du dessin animé, Simplet, il est toujours à côté de la plaque. Hein? Tout le temps. Voilà. Et le travail qui est proposé par Simplet, c'est la maîtrise de la peur. Ensuite, nous avons, je ne vous dis pas dans l'ordre, hein, bien qu'il n'y ait pas d'ordre. Ensuite, nous avons Dormeur. Dormeur, si vous regardez bien dans le dessin animé, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment phénoménal, vous retrouverez ça. Dormeur, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et quand on dort, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas à l'écoute. On n'écoute rien, on n'entend rien. Eh bien, le travail proposé par Dormeur, c'est d'apprendre à écouter. C'est de s'éveiller, justement, à écouter. Et vous verrez bien que dans vos vies, dans vos expériences, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écouter. Hein? Voilà. Eh bien, Dormeur, il vous invite, le symbole de Dormeur, c'est de vous inviter à apprendre à écouter. Ensuite, nous avons Timide. Je vous laisse le faire, celui-là. Ça vous donne une idée. Timide, eh bien Timide, c'est quoi? Timide, déjà, il est en relation avec la planète Vénus. Hein? Or, je pourrais vous citer beaucoup d'analogies. Hein? Vénus, c'est le maître du taureau. Le taureau est le signe le plus réservé du zodiaque. Donc, les taureaux sont souvent timides. Hein? Sont souvent des gens joviaux. Alors, je parle de type pur. Hein? Ne me dites pas, je connais un taureau, il n'est pas comme ça, c'est normal. C'est pas des types purs, ça n'existe pas. Mais si on pouvait avoir un taureau de type pur, c'est la personne un petit peu ronde, qui rougit très vite et qui se met volontiers en recul. Hein? Voilà. Donc, eh bien, Timide, il doit travailler. Hein, le travail qu'il propose, c'est la relation à l'autre. Hein? C'est pouvoir se comprendre plein de choses, c'est pouvoir comprendre que l'on a tous la même valeur humaine. Je ne parle pas de valeur sociétale, hein, entendons-nous bien. Je parle de valeur humaine, on a tous la même valeur en tant qu'être humain. Hein? Eh bien, Timide, il invite à aller dans la relation à l'autre, à aller vers l'autre, à partager avec l'autre, à échanger avec l'autre. Et si avant vous êtes passé par Dormeur et que vous avez appris à écouter, eh bien ça vous en sera grandement facilité. Voilà. Ensuite, on a Atchoum. À quoi ça vous fait penser, Atchoum? Quand vous faites Atchoum, vous savez qu'un éternuement, entre autres, hein, la vitesse de l'éternuement, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 600 km/h. Je vous invite à rechercher pour en être sûr. Ça a un impact sur le plan cardiaque. Aussi, oui, oui. Donc, mais il n'y a pas que l'éternuement sur le plan cardiaque, il y a aussi l'atout.
Hein, il y a certains arythmies qui peuvent être réglées en toussant. Bon, c'est hors compte, mais c'est toujours bon à savoir. Voilà. Donc, et oui, parce que la naturologie que je pratique aussi m'invite grandement à m'être renseigné pendant des dizaines d'années sur la physiologie du corps humain. Bon, mais Atchoum, lui, par l'analogie à la puissance de l'éternuement, à la puissance, à la force, eh bien, il va vous inviter à maîtriser votre colère, votre agressivité. Hein? Alors, quand vous reverrez le film avec le dessin animé avec cette vision-là, vous verrez que chaque fois où il éternue, Atchoum, ça fait un cataclysme presque. Hein? Ils sont tous là à lui mettre le doigt sous le nez. Hein? Voilà. Ensuite, nous avons Prof. Ah, Prof. Alors, Atchoum, lui, sa planète, hein, pour l'analogie avec la planète, c'est Mars. Hein. Mars étant la planète de l'énergie, étant la planète, je ne vais pas dire de l'agressivité parce que c'est faux, mais c'est la planète de la guerre, c'est faux aussi. Enfin, c'est faux, après ça a été mis dans ce cas-là, mais Mars, c'est la planète de la réaction, c'est la planète de la force. Hein, c'est la planète voilà, je réagis de suite et je réfléchis bien après. Voilà. Donc ensuite, nous avons Prof. Hein. Alors Prof, lui, je vous donne la planète, il est en analogie avec le Soleil. Pourquoi ? Parce que le Soleil, c'est la manière dont nous perçoivent les autres. En astrologie, le Soleil, contrairement à l'ascendant, le Soleil, c'est la manière dont nous voient les autres. C'est pas forcément ce que l'on est, mais c'est la manière dont on est perçu. Hein. Et le travail que nous invite à faire Prof, eh bien, c'est de pouvoir passer de la connaissance sans comment je veux dire ça, sans la satisfaction de l'ego. Vous comprenez ce que je veux dire ? Savoir faire passer quelque chose, savoir faire passer de la connaissance sans y retirer un plaisir égotique et sans le faire pour l'ego. Sans récompense. Voilà, sans récompense. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais moi, j'aime bien insister sur l'ego parce que vous avez beaucoup de gens qui font passer des connaissances très, très, très intéressantes, enfin, des choses très, très pertinentes, mais ils le font pour l'ego. Vous sentez l'ego derrière. Ah, c'est moi, je sais, et je vous fais... Voilà. Eh bien, Prof, il vous invite à faire passer de la connaissance en toute modestie. Vraiment pour partager la connaissance sans y retirer une satisfaction égotique, sans le faire pour l'ego ou sans le faire pour 10 000 raisons de la matière dont je ne nommerai pas le nom. Voilà. Non. Et ensuite, nous avons joyeux. Hein, joyeux, vous verrez, il est toujours joyeux, jovial, très, très ouvert. Hein. Et bien joyeux, vous ne voulez pas le faire, non ? Joyeux, il vous invite à travailler le phénomène de contrôle. Hein, vous voyez, joyeux, il est incontrôlable. Si vous regardez le dessin animé, il est incontrôlable. Il est en train de danser, de bouger, là. Donc joyeux, il vous invite à comprendre que dans la vie, il faut quand même une certaine maîtrise. Hein. Et joyeux pourrait être représenté dans le tarot de Marseille par la maison de Dieu, hein, tout le côté de l'incontrôlable. Voilà. Eh bien là, il vous invite à la maîtrise, hein, à conscientiser que bien on peut avoir la faculté de maîtriser nos instincts. Joyeux, c'est ça, et sa planète Jupiter. Bravo. C'est exactement ça. Voilà. Et nous en avons un dernier quand même. Hein. Si vous connaissez les 7 nerfs. Oui, mais je ne me souviens plus. Grincheux. Bravo. C'est Grincheux, voilà. Alors Grincheux, lui, il est apparenté à la dernière des planètes personnelles, qui est Saturne. Hein. Grincheux est un Saturnien. Et ça invite à apprendre à reconnaître l'autre, à le reconnaître, hein, pas aller vers l'autre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas comme timide, mais à le reconnaître, parce que Saturne, c'est l'ambition froide, hein, quand on a
Saturne est le maître du Capricorne, et le Capricorne c'est du 10e signe, donc c'est la 10e maison, et c'est l'ambition froide, c'est l'ambition interne, et on dégage tout pour arriver à notre but. Et d'ailleurs, ça en fait un des signes, le Capricorne, et de par Saturne, ça en fait un des signes le plus persévérant. Mais l'ambitieux persévérant. Le Taureau peut être persévérant, mais pour d'autres domaines. Tandis que le Capricorne est apparenté à Saturne et l'ambitieux persévérant. D'ailleurs, en astrologie mondiale, vous retrouverez, quand vous voulez étudier un régime politique ou quand vous voulez voir comment va se comporter la planète, eh bien, vous regardez le Capricorne, qui est le pouvoir politique. Vous regardez Saturne, et là je vais vous faire un scoop quand même, parce que je vous aime beaucoup. C'est que là, on va vivre en 2020, il va y avoir une triple conjonction dans le Capricorne, Saturne, Pluton, Jupiter. Et là, je vous le vends déjà en avant-première. L'année 2020, enfin à partir de fin 2019, et l'année 2020, ça va être l'année où le pouvoir politique plutocratique va être à son paroxysme, augmenté par la présence de Jupiter qui est l'excès. Donc en Capricorne, ça va donner encore une plus grosse influence à ce pouvoir politique plutocratique, donc au pouvoir de l'argent. C'est ça, parce qu'en réalité, la politique est gérée par le pouvoir économique. Et ce pouvoir plutocratique, donc cette oligarchie plutocratique, elle va être à son paroxysme. Là, vous allez voir tout. Alors, je vous le dis avant, vous allez voir tout ce qui va être mis en place pour augmenter ce pouvoir. Ça va être phénoménal. Donc, je vous invite à le regarder maintenant avec un œil averti. Peut-être, vous le saviez peut-être déjà avant, par d'autres sources, mais je vous garantis, vous allez voir tout ce qui va être mis en place pour que cette oligarchie augmente son pouvoir et augmente notamment son pouvoir par l'argent. La plutocratie, vous devez bien connaître ça, la plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. D'accord ? Voilà. Donc, cette triple conjonction, je vous invite à la découvrir aussi. Voilà. Donc, je vous le répète, alors, les 7 initiations à faire avec les 7 nerfs, revenons à quelque chose de plus... Non, pas de plus léger, mais de plus... Politique. De plus... quelque chose qui éveille plutôt que quelque chose qui va nous ancrer dans la matière. Donc, la maîtrise de la peur, la maîtrise des peurs, en réalité, parce que, je ne sais pas si vous le concevez comme ça, mais qu'est-ce que c'est qui empêche d'avancer ? C'est la peur. C'est la peur. Pour tout. Que ce soit dans le chemin d'éveil, que ce soit dans votre vie au niveau de la matière, la peur est inhibitrice. Et l'inhibition empêche d'avancer. Donc, travailler sur ces peurs. On a néanmoins l'impression que les nouvelles générations sont moins peureuses que les générations qui sont les générations d'après-guerre. Là, le langage des parents, c'était systématiquement un langage de peur. Maintenant, je suis d'accord, peut-être avec un petit modulato, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes genres de peur. Peut-être, oui. C'est pas les mêmes genres de peur. Ils sont toujours mués par la peur, mais pas les mêmes. Voilà. Nos parents, de ce que j'en ai étudié, après, je ne détiens aucune vérité, mais ils étaient plus mués par la peur du lendemain, par l'acquisition, par les biens immobiliers ou immobiliers. Ils étaient plus ça, et puis dans la peur du manque. Puisqu'on est une génération d'après-guerre. Sur le plan immobilier, je ne sais pas si ça touchait une majorité de gens. Par contre, la peur du manque, oui. Parce qu'ils ont manqué. Voilà. Alors, pour certains, ils ont même manqué au point de ne pas manger à leur faim. Donc, c'est tout simplement des notions de base qui n'étaient pas satisfaites. Donc, voilà, mais je pense qu'ils étaient plus dans cette peur-là. Et maintenant, les nouvelles générations, elles sont plus... comment je vais pouvoir bien expliquer ça ? Ils sont plus dans la peur de l'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Ils ont peur de ne pas pouvoir engendrer des choses. Si vous regardez bien, l'alcoolisme chez les jeunes, c'est quoi ? Dans les soirées, il faut être sous de suite. oui. D'accord ? Il faut être beurré de suite.
Hein, c'est tout du de suite. Il n'y a plus de cette vision un petit peu à moyen long terme. Parce qu'ils ont peur, justement, du moyen long terme. Donc c'est tout de suite. Au moins, quand c'est fait, c'est fait. Voilà, je suis beurré, c'est bon, voilà, j'ai ça, c'est fait. Et moi, de ce que je peux voir dans mes consultations et après de ma vie personnelle, je crois que c'est de ça dont ils ont peur, les jeunes. Hein. Ils n'ont plus les mêmes peurs que nous. Mais ils sont quand même pas mal muets par les peurs. Hein. D'ailleurs, un signe de ce symptôme-là, c'est justement de faire les choses très rapidement. Parce que justement, on a peur du long terme, donc on fait très rapide, hop, c'est fait. Voilà. Après, chacun son truc, mais je serais ravi de partager sur le sujet, par contre. Donc, la peur. Ensuite, il y a savoir écouter. C'est vrai que depuis, et maintenant, je pense que c'est encore plus fort qu'avant, à mon sens, du retour que j'en ai, on sait de moins en moins écouter. L'autre, hein, je parle, savoir écouter, parce que l'écoute, elle a quand même son rôle, c'est de pouvoir comprendre les choses. Si on n'écoute pas, on ne comprend rien. Hein. On peut entendre, mais on ne peut pas conscientiser, on ne peut pas faire macérer les choses si on n'a pas un bon système d'écoute. Hein. Ensuite, c'est l'écoute de l'autre. Ça, c'est encore différent. Et ça, je le retrouve beaucoup dans mes consultations de couple. Un des gros problèmes des couples à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les besoins de l'autre. D'accord ? Ils ne prennent pas en compte les besoins de l'autre. Hein ? Ça aussi, c'est toujours mes retours. Hein ? Mais il y a ce gros problème de ne pas prendre l'autre en compte. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Prendre l'autre en compte. Hein ? C'est l'amour aussi. Oui, mais l'amour est encore... l'amour au niveau de la matière... Quand on aime, on écoute peut-être plus. Oui, quand on aime, on écoute peut-être plus, mais des fois, on se rend compte que on écoute plus parce qu'on est par un stimuli bien spécifique. Hein, c'est-à-dire, on veut attirer l'attention de l'autre, et pour pouvoir attirer l'attention de l'autre, eh bien, on a un semblant d'écoute, mais pour arriver à ses fins. Moi, je parle de... L'écoute de l'autre, c'est d'entendre les besoins de l'autre. Et le couple, c'est un couple qui tient la route, c'est quand justement les deux protagonistes prennent en compte les besoins de l'autre. Hein ? Et non pas ce que je vous expliquais. Manipulation, transformation. Voilà, exactement. Ensuite, eh bien, il y a un travail aussi, c'est la perception. Hein ? La perception, c'est de pouvoir conscientiser ceux qui nous entourent. Et ça, c'est important. Alors, je ne vous parle pas des murs, tout ça. Hein. Je vous parle de la vraie perception. C'est de pouvoir, avec nos 5 sens, hein, on en a d'autres, mais disons les plus perceptibles, eh bien, c'est de savoir percevoir les choses. Vous savez que les 5 sens... dans les initiations ésotériques, elles ont un double état. Hein. Alors je vais vous en faire un, le goût par exemple. Le goût, il sert à quoi ? Arissa. Je sais pas. Mais le goût, vous n'avez pas une idée ? C'est facile. Essayez d'extrapoler. C'est ça, hein. L'initiation. C'est un filtre, le goût. Oui. Voilà, mais pourquoi ? Pour se nourrir, pas s'empoisonner, s'auto-entretenir. Quoi. Voilà, c'est ça, mais ça a vraiment une connotation bien spécifique. Hein. Il y a une compréhension là derrière. Et les 5 sens, on peut les voir au niveau de la matière et on peut les voir pour qu'ils nous ouvrent à une compréhension vraiment subtile. Et je vais vous le faire juste sur le goût. Le goût, basiquement, comme disait madame, il sert à savoir ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas. Oui, d'accord ? Un filtre. Voilà. Oui, mais un filtre, c'est dans le côté initiatique, pour le cerveau, un filtre, c'est un filtre. Mais un filtre, c'est pas vraiment l'image de conscientiser vraiment que c'est ce qui nous permet de savoir
ce dont on a besoin, de ce dont on n'a pas besoin, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et à un niveau plus subtil, je vais juste vous dire une phrase, goûter à son bonheur. C'est pas pour rien que cet adage existe, goûter à son bonheur. Ça veut dire qu'on peut accéder à une certaine forme de bonheur que si on sait ce dont on a besoin, de ce dont on n'a pas besoin. Et là, c'est un retour de consultation. Des fois, je fais faire des exercices aux gens en consultation. Je leur dis, voilà, je leur donne une page blanche et je leur dis, voilà, listez-moi vos besoins. Eh bien, 60%, 65% des gens n'arrivent pas à lister leurs besoins. Parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Ils ne savent pas ce qui leur... Voilà. Alors, je ne parle pas des besoins, la voiture, les sous... je sais, moi, les chaussures Vuitton, ou je sais pas, c'est pas de ça dont je parle. Hein. Ce sont ces réels besoins. Entendons-nous bien. Hein. Je le dis pour que ça soit bien, bien clair. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est la maîtrise, comme je vous l'ai dit, des instincts. Hein. Il y a aussi la puissance sans succomber à au pouvoir. Hein. Et ensuite, c'est rassembler ce qui est séparé. Le but, et vous le retrouvez dans le tarot avec l'arcane 21, hein, qui est l'arcane du monde. Vous voyez, il y a les 4 éléments autour. Hein. Le 5e étant dans la mandorle, là où il y a l'être androgyne, hein, c'est l'unité. On doit arriver à l'unité. On doit arriver à mettre dans la matière dense cette énergie subtile de manière à faire évoluer, voilà, de manière à faire évoluer cette matière dense en matière beaucoup plus subtile. D'accord ? Voilà. Ça, c'est les 7 nains de Blanche-Neige. Je les adore. Voilà. Ensuite, je garde un temps pour les questions et pour le partage. Hein. Voilà. Maintenant, j'avais envie de vous parler d'Héraclès, Hercule. Hercule, c'est quelque chose de très très ancien. Alors imaginez-vous quand même que les contes et les mythes, dans leur durée, c'est très ancien, ça nous suit depuis... je ne donne pas de date parce qu'il n'y a pas vraiment de certitude, mais c'est très ancien. Hein. On a toujours véhiculé des mythes et des contes, car c'est de cette manière-là que l'on peut véhiculer ce dont on a besoin pour être dans notre chemin d'éveil. Il y a des temps anciens où tout le monde ne savait pas lire et écrire. Donc comment véhiculer des connaissances ? Eh bien, par la transmission orale. Et comment faire cette transmission orale pour toucher le maximum de gens ? Eh bien, en racontant des récits. Hein ? Voilà. Parce qu'il n'y a que maintenant où une grande partie des gens savent lire et écrire, mais à l'époque, si on voulait faire passer un message, si vous le mettiez par écrit, il ne passait rien du tout. Hein. Voilà. Donc on a choisi cette manière pour faire passer des informations sur les voies d'éveil. Et Hercule est vraiment... les travaux d'Hercule sont vraiment une mine d'informations et de connaissances et d'expérimentations qui sont faramineuses. Voilà. Alors, il y a plusieurs auteurs. Hein, moi, celui qui m'a très intéressé, c'est Alice Bailey, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Travaux d'Hercule. Voilà. Après, vous en avez d'autres qui ont traduit ces mythes. Hein. Et alors, j'avais choisi, mais je changeais de choix. Donc, je vais vous parler de l'hydre de Lerne, par exemple. Vous connaissez un peu l'hydre de Lerne ? L'hydre de Lerne, c'est quand Hercule, on lui a dit d'aller tuer la bête qui se trouve dans les marais et qui a plusieurs têtes. Hein ? Donc, Hercule, il y va avec son épée, et il va à cœur joie, il coupe des têtes de l'hydre, il coupe. Et à chaque fois où il coupe une tête, elle repousse x3. D'accord ? Donc ça commence, à la longue, même si c'est Hercule, ça commence à devenir légèrement ennuyeux et fatigant. Voilà. Et au fur et à mesure de son combat, eh bien, il a de plus en plus de mal. Je vous fais très court. Hein. Il a de plus en plus de mal. Et puis, à un moment, l'hydre lui saute dessus. Et Hercule, qui a une force herculéenne, bien entendu,
il se laisse terrasser. Je vous fais même le geste. Hein, il se laisse terrasser, il est sous la bête et il la pousse comme ça. Et le fait de la pousser, les têtes de l'hydre, eh bien, elles sortent du marais et elles sont à la lumière et elles se détruisent. Et comme ça, il détruit l'herne. D'accord ? Par la mise en lumière, il a sorti l'hydre du marais sombre et il a mis l'hydre à la lumière. Et pour cela, pour que vous puissiez conscientiser, eh bien, je vais vous faire un autre petit dessin. Voilà. Un bon petit croquis. Et le cerveau, en neurosciences, on nous apprend que l'image a un impact beaucoup plus important que la parole. Le mieux, c'est les deux. Donc je vous fais les deux. Voilà. Donc, une hydre, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, c'est un corps comme ça, avec des papates et les têtes qui sont comme ça. Et dans chaque tête, il y a des têtes. Hein. Vous connaissez l'hydre, là ? Pas trop. Hein. Voilà. Une hydre, c'est un peu ça. Hein. Vous avez des coups, des longs coups. Et au bout de ces longs coups, vous avez 1, 2 ou 3 têtes. Hein. D'accord ? Voilà. Donc Hercule, quand il est là, il coupe les têtes. Et à chaque fois, elle repousse. Hein. Ça vous fait penser à rien. Bon. Alors, je vais vous dire. Les têtes, c'est les contextes récurrents. C'est-à-dire que quand on a un problème, on a tendance à vouloir changer le contexte. Et chaque fois, il y a un contexte nouveau qui vient, parce que la solution, c'est pas de régler, c'est pas d'agir sur le contexte. Hein ? À la base du contexte, il y a une source. C'est la problématique. Hein ? Mais si on reste dans la partie inconsciente de la problématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la source des contextes, eh bien, on va pouvoir couper des têtes, donc des contextes tant que vous voulez, ça ne va rien changer du tout. Hein. Donc le but, comme l'a fait Hercule, c'est de se diriger vers le corps, hein, c'est-à-dire vers la source. Mais si on va vers la source, mais qu'on reste si on cherche la source et que l'on ne l'amène pas à la conscience, eh bien c'est pareil, vous ne la trouverez pas. C'est le geste que fait Hercule, et je vous le refais. Il fait ça, on amène vers le haut. Hein. Donc on amène à la lumière. C'est pas pour rien que dans le combat, Hercule va du bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va du bas vers le haut. Hein. Il va du bas vers le haut parce qu'il faut qu'il amène à la lumière ce contexte. Donc, analogiquement, c'est aller chercher pour amener la source des contextes à la conscience. Et l'amener à la conscience, en prendre conscience et l'amener à la lumière pour pouvoir le régler. Comprenez ? Oui. Me suivez ? Merveilleux. Voilà. Donc tout ça, la solution. Voilà, tout ça pour dire que ce travaux, il vous invite à comprendre que quand vous avez un problème, si vous cherchez à régler le problème en réglant le contexte, ça ne fonctionne pas. Il faut aller chercher la source de ces contextes. Hein ? La source. Et comment on va chercher la source ? En regardant ce que nous renvoient les contextes et pas en cherchant à changer les contextes. Hein ? Un contexte, il est là pour vous renvoyer quelque chose. Et surtout quand il est récurrent. Hein ? Et c'est en regardant, en se posant la question « qu'est-ce que ça me renvoie ?» qu'on trouve le corps de l'hydre. Et ce corps de l'hydre, donc, se renvoie, eh bien on l'amène à la conscience, à la lumière, et de là on va pouvoir agir dessus. À condition, comme l'hydre de Lerne, de changer d'état. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'hydre, quand on l'amène à la lumière, elle brûle. Donc elle change d'état. Le feu, c'est quoi, l'élément feu ? L'élément feu, ça sert à changer d'état en alchimie. Donc pour changer d'état, il faut amener à la lumière, se servir du feu. Le feu, c'est l'action. Hein ? Et c'est l'action de quoi ? C'est l'action du changement. Quand on regarde un contexte, hein, si on reste dans la même attitude, on ne pourra jamais le moduler. Vous comprenez ? Quand on trouve la source
des contextes récurrents qui nous ennuient ou de notre problématique, eh bien, il faut souvent accepter de changer sa façon de voir les choses, de concevoir les choses, pour pouvoir amener le corps de l'hydre à la conscience, donc à la lumière, et là, pouvoir moduler la chose. C'est merveilleux, Hercule. C'est vrai, non ? Partez du principe que ce que veut dire Hercule aussi, c'est que la source des problèmes ne se trouve jamais au niveau de la matière. C'est pour ça qu'il monte la bête à la lumière. Hein? Vous me suivez là aussi ? Une problématique, elle se règle toujours par en haut, jamais par en bas. Si on reste dans la problématique, on ne pourra jamais la régler. C'est justement de transcender, d'amener à la lumière cette problématique, donc l'amener en haut, qu'on va pouvoir la régler. La solution n'est jamais au niveau de la matière. C'est ça la moralité de l'histoire en réalité, c'est que la solution n'est jamais au niveau de la matière. La solution, elle est toujours à un niveau beaucoup plus subtil. La personnalité ne pourra jamais régler une matière si on n'amène pas le problème de cette personnalité à la conscience, donc à la mise en lumière. D'accord ? Bon. Et maintenant, j'ai d'autres papiers ou pas ? Maintenant, on va voir un autre travaux d'Hercule qui est, à mon sens, pas très connu. Enfin, chaque fois que j'en parle, les gens connaissent l'hydre de Lerne à peu près, mais les écuries d'Augias, ils ne connaissent pas. Ça vous dit quelque chose, les écuries d'Augias ? Le nom, oui. Oui, le nom, mais l'histoire. Non, je ne sais pas. Bon. Il y a des tournées fleuves. Voilà, exactement. Alors, les écuries d'Augias, là aussi je fais très court. Hein. C'est pas... Après, quand je fais des ateliers, tout ça, on va sur le fond du truc. Mais là, je suis obligé de prendre des bouts. Et les écuries d'Augias, Hercule est embauché pour nettoyer les écuries d'Augias. Alors imaginez-vous, c'est des écuries plus que vastes, hein, c'est immense. Et elles n'ont jamais été nettoyées, elles sont embourbées, alors je ne vous fais pas d'image, d'excréments comment on appelle d'excréments de cheval. Du crottin de cheval, c'est le nom que je cherchais. Voilà. Du crottin de cheval, et il y en a partout. Voilà. Et le roi embauche Hercule pour nettoyer ses écuries. Et Hercule, il voit l'ampleur du boulot, il se dit, bon, eh bien, il trouve une solution. Il y a un fleuve qui passe, il dit, je vais détourner le fleuve, c'est Hercule, hein. Je vais détourner le fleuve, et je vais faire passer le fleuve à l'intérieur des écuries, et la puissance de l'eau va nettoyer les écuries, va emporter le crottin de cheval. Non, c'est le mot que j'ai cherché, c'était le fumier, moi. Mais c'est le crottin de cheval, voilà. Et va emporter le crottin de cheval et va nettoyer en un temps record les écuries, voilà. Donc Hercule se met au travail, il prend le fleuve, je ne sais pas comment il fait, mais il détourne, et la force du fleuve réalise ce qu'il laisse compter. Voilà. Donc je vous passe l'histoire que le roi, il va pas vouloir le payer, il va le chasser, tout ça. Hein, mais là, c'est juste pour vous montrer la puissance des mythes. Hein. Donc, une fois les écuries nettoyées, eh bien, Hercule, il va voir le roi, et puis voilà, la suite, l'histoire se continue. Mais le symbole de cela, c'est quoi ? Là, c'est quelque part, puisque vous êtes quand même ouvert à tout ça, c'est quand même assez facile. C'est que l'eau est un élément, hein, toujours pareil. Et l'eau, c'est quoi comme élément ? C'est l'élément spirituel, l'eau. Hein. Vous avez la même chose dans les coupes, dans la famille des coupes, dans le tarot de Marseille. Vous avez l'eau, vous la retrouvez partout. Hein. Vous la retrouvez en astrologie, vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, vous la retrouvez en Ayurveda, vous la retrouvez vous la retrouvez en alchimie, vous la retrouvez en hermétisme, vous retrouvez l'eau toujours partout, elle a toujours la même connotation de spiritualité, d'intuition, voilà. Et aussi d'adaptabilité, mais c'est la force tranquille, l'eau. Hein. Rien n'arrête l'eau. Rien ne peut arrêter l'eau. Voilà. Elle va toujours passer partout, elle va là où elle veut aller, elle va.
Voilà, on ne maîtrise pas. Voilà. Et de ce fait, eh bien, l'eau a nettoyé les écuries. Et le petit symbole de ce geste-là, ça veut dire que si vous voulez nettoyer la matière, eh bien, il faut passer par l'énergie spirituelle. Et on en revient au petit dessin de tout à l'heure. Hein, d'accord ? Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous voulez agir sur la matière, même si elle est très sèche, c'est le cas des écuries, hein, même si elle est très dure, eh bien, l'eau, donc l'énergie spirituelle, hein, eh bien, va pouvoir agir sur la matière. Et après, on pourrait, ça c'est moi qui vous le dis, hein, le reste aussi, mais là c'est plus mon analyse et mon ressenti. On pourrait dire aussi que, et c'est vous le retrouverez en chacun de nous, c'est que l'eau peut être assimilée aussi aux émotions, hein, si vous le prenez dans la littérature ésotérique, et l'émotion a une influence sur la matière. Et qu'est-ce qui nous mue ? Qu'est-ce qui mue notre corps matière ? Ce sont des émotions. Ce sont nos émotions. D'accord ? Donc vous voyez, on peut faire plusieurs parallèles. Voilà. Oui. Donc maintenant, si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on parle de quelque chose de plus spécifique, eh bien c'est le moment. Alors je vais peut-être vous le dire autrement. Avez-vous des questions ? Non, mais vas-y, hein, chacun. Non, c'est pas une question, mais ça va dans la continuité de ce que vous nous disiez tout à l'heure, à propos de nos réactions face au problème. Le problème génère des angoisses. Tant qu'on est dans le problème, on est dans l'angoisse. Dès qu'on commence à trouver une solution objective, on sort de l'angoisse. C'est certain, mais il y a un certain, je vais dire, il y a quand même, mais il y a quand même une démarche pour arriver à la solution. Et c'est ça qui est intéressant dans le principe de l'hydre de Lerne. Oui, objective. Pas une démarche qui nous arrange. Non. Si c'est une démarche oui, c'est sûr. On reste dans l'angoisse. Mais souvent, on ne voit pas la source. C'est ça c'est ce que nous invite à comprendre l'hydre de Lerne, c'est qu'on ne voit pas la source. On voit le contexte. Mais beaucoup de gens ne vont pas à la source. Ils cherchent à régler le contexte. Et ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut aller à la source. Et c'est pour ça que j'explique aux gens en consultation une chose très importante. Et vraiment, nos cerveaux, ils sont bien reliés par... après, je vous expliquerai l'éther, c'est-à-dire le 5e élément. Voilà, et je vais vous en parler parce que pour la compréhension du reste, c'est très important. Et ce qui est important vraiment, c'est que les gens, et moi inclus, hein, on cherche souvent à agir sur le contexte en posant la question, la sempiternelle question, je vais dire, pourquoi ? D'accord ? Pourquoi il m'arrive ça ? Pourquoi si, machin ? Alors qu'en réalité, c'est la seule question qu'il ne faut pas se poser, c'est le pourquoi. Ça ne sert à rien de comprendre le contexte. Ça, c'est difficile et moi, ça l'a été aussi, de conscientiser que non, le pourquoi, de comprendre le contexte, ça ne sert à rien. Le contexte est juste l'image du problème de la source, du problème structurel que l'on a, ou de la croyance qui nous ennuie, ou ce que vous voulez. Mais le contexte n'est ni plus ni moins que l'image. Et moi, j'aime bien inviter les gens à voir la chose différemment, en se posant la question, qu'est-ce que ça me renvoie ? Au lieu de chercher à comprendre pourquoi j'ai eu ça, pourquoi j'ai ça, de se dire, de se poser, après un temps d'acceptation du contexte, bien entendu, on ne peut pas le faire à chaud, machin, de prendre un petit peu de recul quand cela est possible, ou dès que c'est possible, et de se dire, qu'est-ce que ça me renvoie ? À partir du moment où vous allez vous dire qu'est-ce que ça me renvoie, là vous allez commencer à soulever l'hydre et à l'amener à la lumière. Parce que qu'est-ce que ça me renvoie ? Ça va vous mettre dans le chemin d'aller chercher la source du contexte. D'accord ? Donc, moi j'invite toujours les gens dans mes consultations à dire, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me renvoie ?
mettez le pourquoi dans votre tiroir et allez chercher qu'est-ce que ça me renvoie. D'accord ? Voilà. Et ça, c'était très important de vous le dire. Ensuite, il y a autre chose d'important, à mon sens, c'est l'éther. Et j'en parlais cet après-midi à une dame en cours. L'éther. L'éther, c'est le 5e élément. C'est pas le film, bien que le film s'y rapporte. Si un jour je vous ferai l'explication du 5e élément, parce qu'à mon sens, Besson est un être éveillé. Quand on regarde ces films, d'une certaine manière, on peut y aller. Il y a matière à travailler. Voilà. Eh bien, l'éther, on pourrait l'appeler la quintessence. Quinte, c'est 5. L'essence, 5. D'accord ? Donc la quintessence. Et l'éther est important parce que c'est l'énergie qui entoure toute chose. Et pour qu'il y ait une interaction entre les 4 autres éléments, il faut bien qu'il y en ait un qui relie les 4 éléments. Parce que quand on les prend, ces 4 éléments, feu, terre, air, eau, moi je me suis toujours posé la question, d'accord, c'est feu, terre, air, eau, mais ils sont séparés, feu, terre, air, eau, quand on les dit, quand on les conçoit. Il doit bien y avoir quelque chose qui relie tout ça, puisqu'ils sont tout le temps en interaction. Mais s'ils sont unitaires, il doit bien y avoir quelque chose qui les relie. D'accord ? L'unité, si vous faites 4 bûchettes, petit dessin, si vous faites 4 bûchettes, eh bien, c'est 4 fois 1. En numérologie ésotérique, j'entends, le 4, c'est 4 fois 1. Donc c'est 4 unités. Il doit bien y avoir quelque chose qui les relie, ces 4 unités. Sans ça, elles fonctionneraient toutes seules et il ne pourrait pas y avoir d'interaction entre les éléments. Eh bien, ce qui fait le lien, la possibilité d'interaction entre les éléments, c'est le 5e, c'est l'éther qui entoure toute chose. Et là, l'interaction, elle est possible. D'accord ? Si on prend l'unité pour l'unité, eh bien, il n'y a pas d'interaction. C'est comme si on avait 4 battleurs dans le jeu de tarot. C'est l'unité. Ben, il n'y aurait pas d'interaction puisqu'il n'y aurait pas la papesse qui lui ferait prendre conscience qu'il n'est pas le seul. Eh bien, l'éther joue ce rôle-là un petit peu. L'éther est l'énergie qui entoure toute chose et qui permet l'interaction de chaque élément. C'est ce qui les relie. Est-ce qu'on peut ramener ça à l'égrégore ? Oui, mais d'une autre manière. Après, ça va. Fais-moi y penser parce qu'après je vais perdre le fil. Donc il y a une belle image pour expliciter l'éther et les éléments, qui est très simple à concevoir. C'est le verre d'eau. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans. Là, d'accord ? Voilà. L'eau, c'est l'éther. Et vous prenez 4 comptes-gouttes avec un sirop différent. Grenadine, citron, menthe et fraise. Voilà. Et à chaque fois, vous prenez un compte-gouttes et vous mettez une goutte dans l'eau. Eh bien, vous allez voir cette goutte, elle va s'homogénéiser. D'accord ? Et l'eau va prendre la couleur de la goutte. Et si vous mettez, par exemple, une goutte rouge et vous mettez une goutte verte, eh bien, ça va faire une couleur différente partant de ces 2 couleurs de base grâce à l'éther, grâce à l'eau donc, qui va diffuser le principe de chaque goutte. Et si vous mettez 4 gouttes, eh bien vous allez avoir une couleur qui va être issue de ce mélange des 4 gouttes qui sont en réalité les 4 éléments qui vont pouvoir être en interaction les uns avec les autres grâce à l'éther qui est représenté par l'eau. D'accord ? Et vous pouvez avoir, alors, je vais vous expliquer qu'on n'est pas tous faits des 4 éléments de manière identique. On a tous une dominante élémentaire et ci, ça. Voilà. Eh bien, on peut faire la même expérience avec l'eau. Si vous mettez 10 centilitres de grenadine et 3 gouttes de menthe, par exemple, eh bien, la couleur, elle va être à dominante de la grenadine. Mais vous verrez quand même, par rapport à la couleur de base de la grenadine, vous verrez quand même l'infime coloration qu'a apporté la goutte de menthe. Eh bien, tout ça, c'est possible
dans le domaine des éléments grâce à l'éther, au 5e élément qui permet l'interaction et l'interdépendance et tout ce qui est de ce domaine-là, des 4 éléments, je vais dire, palpables. Des 4 éléments qui sont plus de la matière. Et bien, c'est le 5e élément qui est d'ordre beaucoup plus subtil et qui permet cela. Voilà. Et les égrégores, donc, voilà. Les égrégores, on pourrait le concevoir un petit peu de la même manière, dans le sens où, mais c'est un petit peu différent en même temps, parce qu'un égrégore, c'est des énergies de même nature qui s'accumulent. Hein? Et ça, il y a un très bel exemple que je cite souvent parce qu'il est très connu et très facile à comprendre. C'est l'expérience qui a été faite dans une prison américaine où on a mis un groupe de méditants dans la prison pendant X temps et le taux de criminalité est descendu de 80% dans la prison. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de tous ces méditants, hein, donc ils ont médité avec amour et bienveillance, eh bien, a fait un égrégore d'énergie dans la prison qui a pris le dessus sur l'égrégore agressif et puis comment dire, de violence qui était dans la prison. Si vous préférez, les méditants, l'énergie rassemblée de tous les méditants était plus importante que l'énergie, que l'égrégore d'énergie qui se trouvait dans la prison avant les méditants, qui était fait de violence et d'agressivité. Ça peut se concevoir comme ça. Et l'éther a permis justement ce mélange, cette dominante de cette énergie des méditants par rapport à l'énergie des prisonniers. Et vous trouvez cette expérience, elle est de notoriété publique, et voilà. Mais on peut la concevoir comme ça. Voilà. Et les égrégores, à mon sens, hein, les égrégores, ce sont des formes d'énergie de même nature qui s'accumulent. Après, elles se rencontrent avec d'autres genres d'énergie, mais l'énergie dominante va être celle de la majorité, hein, qui émane des gens de l'endroit ou qui émane aussi des différents règnes. Hein. On a aussi prouvé que dans certains endroits, il règne plutôt certaines énergies que dans d'autres parce qu'il y a plus de ce minéral, ou il y a plus de ces plantes, ou il y a plus de ces animaux. Hein. Tout ça, c'est aussi valable à ce niveau-là. Et il est extrapolé que beaucoup d'écrivains qui sont des gens très avertis, qui engendrent la même chose pour le règne planétaire. Hein, la Terre a une conscience et maintenant on est vraiment dans ce chemin-là et c'est merveilleux de commencer à prendre conscience que tout a une conscience en réalité et tout a une perception énergétique. Voilà. Donc je vous écoute. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Bon. Une petite question. Pour le dormeur de cette main, c'est quoi la planète qui le... Alors, le dormeur, c'était... Celui qui écoute pas. Hein? Oui, c'est celui qui écoute pas. Voilà, alors dormeur, c'est Mercure. C'est apprendre à écouter. Hein, parce que je pense qu'il est utile de concevoir que si on veut communiquer avec l'autre, il faut savoir écouter. Et Mercure est la planète de la communication, puisque c'était le messager des dieux. Hein? Et alors, il a plusieurs noms, hein, Hermès Trismégiste, Thoth, et voilà, mais chacun a le sien. Mais on en revient toujours à la communication. Hein? Voilà. Donc, avez-vous d'autres... La suite de la question du monsieur là, qui vous a posée, vous a dit, je risque d'oublier à la fin. Vous avez posé une question? Mais ça y est, c'était l'égrégore. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le 12 dans les 12 travaux d'Hercule, ça a un sens. Ah, le 12, le 12 c'est aussi, c'est un chiffre important. Vous le retrouvez où? Vous le retrouvez partout, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, les apôtres. Vous savez, il y a quand même... à mon sens, il n'y a pas de hasard. Hein, tout est fait de manière à nous faire comprendre des choses. C'est ça qui est merveilleux. Et après, pour comprendre,
et pour arriver à la connaissance, eh bien, il faut quand même regarder. C'est ça qui est important. C'est de déposer notre regard. Parce que sans ça, on peut passer des dizaines d'années de notre vie à voir le 12, sans savoir, si on ne pose pas le regard dessus, sans savoir ce qui peut nous amener. Le 7, c'est pareil. Les 7 nains, les 7 jours de la semaine, et tout ça, eh bien, on peut passer se dire, le 7, voilà, 7 jours, 7 planètes personnelles, 7 nains, 7 ce que vous voyez, puis il y en a cohorte. Hein. Le 12, c'est pareil, on peut passer le 12, pourquoi le 12 12 mois d'année, 12 ci, 12 là. Si, et c'est pour ça que c'est bien que vous me posiez cette question, parce que je vais vous répondre comme ça. En réalité, vous savez qu'il y a dans certaines philosophies, on vous dit qu'il faut savoir être dans l'inaction. Vous avez tous entendu ça. Voilà. Et l'inaction, elle sert à quoi, en réalité? Pas à se reposer, hein. Et de là est née l'incompréhension de quand dans certaines démarches on vous dit et le 7e jour il se reposa. Mais c'est pas se reposer au sens de ne rien faire, c'est de se poser, reposa, de se poser. Et pourquoi il est utile de se poser? Pour poser le regard. Vous savez que la pause, hein, c'est-à-dire l'inactivité dans son sens le plus large, permet simplement de préparer l'action et d'entrevoir, de pouvoir avoir le recul, le temps, employez-le comme vous voulez à votre convenance, de pouvoir avoir le temps de regarder. Quand on est en activité, on ne peut pas regarder, on ne peut pas poser son regard sur quelque chose, parce qu'on est dans ce que j'appelle moi le tambour de la machine à laver. Alors que quand on se pose, eh bien à ce moment-là, on peut poser son regard aussi. Et de se poser ce regard, on va prendre le temps de voir et de pouvoir comprendre, grâce à cette inactivité, et pas à ce phénomène de synonyme de vacances à rien foutre. C'est pas ça, le repos. Se poser, ça veut dire prendre le temps de regarder, prendre le temps d'écouter et prendre le temps d'une ouverture hors du tumulte de l'activité. Voilà. Je voulais rajouter la notion de silence. Le silence permet de préparer en effet. Oui, mais le silence, alors après chacun son truc, je connais d'où vient le silence, ce genre de silence-là, mais le silence, c'est... Moi, je le conçois comme ça, je le conçois un peu différemment, bien que je connaisse ces conceptions-là, mais pour moi, le silence est justement la manière de se poser. Le silence est l'image de la pause. Voilà, et pas de la réflexion, hein, parce que souvent, dans certaines voies, on prend le silence pour la réflexion. Non, moi, ce que je dis, c'est la pause. C'est carrément la pause, c'est l'inactivité. Oui, moi j'entends silence. Et oui, c'est pour ça que parce que je connais ces principes-là. J'entends silence parce qu'il permet d'aller à l'intérieur de soi, justement. Oui, mais moi, c'est sur un autre plan, ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est que la pause, eh bien, c'est la pause. Il n'y a que dans la pause où l'on peut concevoir des choses hors de nos croyances, hors de nos réflexions, hors de tout ça. Hein? La pause, c'est vraiment la pause. C'est pas de la méditation, c'est la pause. Voilà, je me pose. Et de là, tu as accès à tout ce dont tu ne peux avoir accès si tu es dans le silence actif, pour dire. Hein? Dans le silence de savoir écouter, par exemple, et dans une autre mesure, dans certaines voies, c'est d'entendre, de prendre le temps d'entendre tout ce que tout le monde a à dire et tu te retrouves... Ce qui se passe surtout à l'intérieur de nous. Voilà. Mais si c'est pour aller à l'intérieur, oui, mais comment je vais dire ça? C'est la pause, c'est la seule manière de pouvoir entrevoir des choses qu'en temps normal on ne peut pas voir. Voilà. C'est pas aller voir forcément en soi. Hein. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. C'est pas aller forcément aller en introspection, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment
tu sais, c'est comme la communication. Quand on est dans la communication d'argumentation, c'est une prochaine conférence que je vais faire parce que c'est très intéressant. Quand on est dans la communication d'argumentation, on n'avance pas. Parce qu'on reste dans nos concepts. Si on part dans une communication abstraite, qui n'est faite que de questions, là on avance. Enfin, je développerai ça dans une autre conférence, mais c'est plutôt dans cette approche-là, c'est de rester dans la pause pour pouvoir être dans l'abstrait. Sortir de nos concepts et avoir accès justement à des concepts, soit de l'inconscient universel, fait de l'inconscient collectif, ou soit de l'inconscient personnel. Mais il n'y a que cette pause qui le permet. Voilà. Et pas forcément de rentrer en introspection. Alors la pause, elle dure combien de temps? La pause, elle est à chacun. Et à des moments bien précis. Il y a des moments où on ne peut pas se poser. Je vais vous citer mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux. Hein. Voilà. Il y a des moments où j'étudie. Hein. D'ailleurs, tout ce que je pratique, ça termine toujours en logie. Naturologie et pas naturopathie, astrologie, tarologie, ce que vous voulez, c'est toujours en logie. Parce que la terminaison de logie, c'est l'étude. Voilà. Et il y a des moments où j'arrive plus à étudier. Alors au lieu, comme quand j'étais plus jeune, de me forcer à continuer mon étude, je sais que c'est là où il faut que je me pose. Pourquoi c'est là où il faut que je me pose? Parce qu'il y a une compréhension qui doit se faire. Et si je loupe ce moment de pause, eh bien je loupe toute la quintessence de tout le travail que je viens d'effectuer. Et je vais même me corriger, m'auto-corriger. C'est pas le travail, c'est toute l'œuvre que j'ai mis en place. Pourquoi pas le travail? Parce que le travail, ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, du point de vue énergétique, c'est pas très bon. Donc, c'est toute l'œuvre que j'ai mis en place. Eh bien, si je prends pas ce moment de pause, eh bien, je ne vais pas pouvoir en tirer la quintessence. Et ça, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez dans l'arcane de l'ermite. Et dans la méditation, je sais que je fais de la méditation le matin et le soir, quand vous méditez, et même vous méditez sur un texte, vous pouvez prendre un texte, puis vous allez méditer, et après vous laissez remonter, j'allais dire, pendant, moi je fais 20-30 minutes de méditation, pour justement que le texte puisse bien pénétrer mon intérieur, mon cœur, tout ce qu'on veut. Quoi. Bien sûr. Maintenant, tout dépend de la méditation déjà. Si vous méditez avec un but, vous n'allez pas pouvoir laisser remonter ça, d'accord? Parce que le but va faire focus, même inconsciemment, ça va faire focus. Vous savez qu'il y a plusieurs genres de méditation. Vous avez la méditation à thème, vous avez les méditations ci, méditation là. Bon. Si vous faites ce que j'appelle moi une méditation sans but, parce que j'aime pas dire la vraie, mais la méditation la plus employée en Orient, c'est pas la méditation avec un thème. Hein. Les orientaux, ils méditent, ils s'ouvrent, ce qu'ils appellent. Hein. Et voilà, il y a rien. Hein, je m'ouvre, j'attends rien, je demande rien et rien. Voilà. Là, vous allez laisser maturer, ça va remonter, ça va vous imprégner, ça va tout ça. À partir du moment où vous faites des méditations, ce que je mets la connotation à l'occidental, c'est parce que l'occidental, il a besoin de ça, c'est pas péjoratif, mais l'occidental, il a besoin d'un but. On n'est pas encore assez dans la voie pour la majeure partie, je dis pas tous, hein, on n'est pas encore bien dans la voie pour pouvoir faire des méditations d'ouverture. Hein. Toutes les initiations que j'ai pu voir, entendre, expérimenter, eh bien, celles que vous retrouvez le plus dans une certaine démarche les plus anciennes, je ne mets pas de notion de valeur, hein, dans les démarches les plus anciennes, c'est toujours les méditations d'ouverture. C'est-à-dire, on ne demande rien, on n'attend rien, et rien. Voilà. Et c'est là où il arrive tout. C'est un peu le cas de Vipassana. Oui. Hein, c'est ça. Hein, oui. Il n'y a pas de but précis. Il n'y a pas de but. Ouais. Parce que en réalité. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on comprend aussi dans l'initiation, c'est qu'on est tous à la recherche d'un but, souvent. Oui. Puis plus on avance, et plus on se rend compte que c'est le chemin qui compte. Bien sûr.
Et ça, vous le retrouvez en Orient, quand le maître il dit aux disciples, si tu regardes le sommet de la montagne, tu vas tout louper. Parce que c'est le pas qui compte, c'est chaque pas qui compte. Hein. Et enfin, après, ça n'engage que moi, madame, hein, mais moi, je suis plutôt dans la démarche. Voilà, je reste comme ça. Alors, c'est sûr, j'ai des pensées, mais au bout d'un moment, avec le nombre des années, puis au bout d'un moment, les pensées elles s'étiolent. Et puis, je reste comme ça. Et puis, peut-être, au bout d'un moment, ou le lendemain, hop, j'ai la quintessence de tout ce que j'ai mis en œuvre. Je me dis, ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est le moment de pause. C'est compliqué tout ça, parce qu'entre entre l'intuition dont on parlait tout à l'heure et cet imaginaire qui nous manipule. Bien sûr, mais c'est un travail. On est là pour on est là pour œuvrer, pas pour travailler, pour œuvrer. Hein, on est là pour avancer, on est là pour être dans la connaissance, pour expérimenter. Et c'est en expérimentant qu'on va s'apercevoir, tiens, que ça fonctionne. Ça fonctionne moins, ou ça fonctionne pas du tout. C'est pour ça que je dis toujours, que ce soit dans mes confs, dans les formations, dans les consultes, je dis toujours aux gens, ne me croyez pas sur parole, surtout pas, mais expérimentez les informations que vous recevez, toujours. Ne validez rien sans que vous ne l'ayez expérimenté. Il n'y a que par votre propre expérimentation que vous allez pouvoir avancer, valider et accéder à votre connaissance. Voilà. Et c'est ce que je vous invite à faire.